Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Trial Reach, d'abord, vous devriez avoir honte de ne pas nous connaître. Alors, Trial Reach concerne les essais cliniques, les laboratoires, les nouveaux traitements et la mise au point de nouveaux médicaments. Il s'agit également de patients. Il s'agit avant tout de patients, de personnes qui, comme vous et moi, peuvent avoir une maladie et ce que l'on nous prescrit n'est pas suffisamment bon ou les effets secondaires sont trop difficiles à supporter. Il s'agit aussi de technologie, de données et de collaboration et d'intégration d'organisations, d'entreprises, de plateformes de technologie et d'individus. Il s'agit également d'économiser de l'argent, de gagner du temps et d'avoir des essais cliniques aussi plus efficaces. Comment procédons-nous? Alors, Trial Reach est une plateforme qui permet de réduire les coûts et de gagner du temps dans les essais cliniques, tout d'abord en changeant la formation, l'éducation et l'accès des patients aux essais cliniques. Vous avez ici un exemple des problèmes que l'on essaye de résoudre. Vous avez le titre d'un essai clinique classique. Pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas médecins, lorsqu'on est confronté à ça, on sait que c'est assez compliqué à comprendre. Donc, 24 heures sur 24, nous transformons ces protocoles médicaux en documents comme celui-ci. Il s'agit de synthèses très détaillées qui peut contenir une centaine de mots qui, en fait, vulgarisent le vocabulaire des essais cliniques. Et c'est également une vulgarisation dont la terminologie a été validée par un comité d'éthique ou par un responsable de recherche avant transmission aux patients. C'est directement accessible et donc les données relatives à ces essais sont plus transparentes et plus facilement accessibles. On essaye aussi de fournir aux sponsors des outils pour atteindre et recruter des sujets dans leurs essais, donc des patients de façon plus rapide et plus efficace que par le passé. Cette idée s'appuie sur une technologie avec des tableaux de bord où les sponsors peuvent faire un suivi en temps réel. C'est complètement anonymé, donc ils peuvent voir le nombre de patients qui s'inscrivent. Vous avez la répartition démographique, la géographie, les groupes d'âge, la répartition par sexe. Et ils peuvent aussi faire un suivi sur chaque site de recrutement, combien de patients recrutés, identifiés, acceptés, validés. Et il y a des agrégats de données aussi qui leur permettent de savoir pourquoi un patient n'était pas éligible pour un essai donné. Donc, si vous participez à des essais cliniques, vous savez à quel point c'est important pour les sponsors. Donc, ces informations sont disponibles en temps réel. Nous avons également un processus de sélection. On ne va pas vous submerger de bases de données de tous les patients qui ont signé sur un essai clinique sur le diabète il y a 3 ans. Il y a un pré-dépistage qui est fait, qui a été validé par le labo et par un comité d'éthique. Les personnes doivent s'inscrire
Et puis, enfin, il y a un dernier appel pour voir si vous acceptez ce patient ou pas. Tout ceci pour faire gagner du temps à tout le monde, aux chercheurs, aux patients et aux labos. Nous travaillons actuellement avec bon nombre des plus grands centres de recherche et laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Nous leur permettons d'économiser de l'argent et de gagner du temps. Comme je vous l'ai dit, notre siège est à Londres. Néanmoins, nous participons à des essais cliniques qui ont lieu en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie, aux États-Unis. Et ces essais, bien entendu, sont rédigés, préparés dans les langues des pays respectifs. Pourquoi? Eh bien, nous pensons que par un accès transparent et élargi à l'information, plus le gâteau sera intéressant et gros pour tout le monde. C'est-à-dire que plus de personnes seront disposées à participer à des essais cliniques que par le passé. Et donc, au bout du compte, c'est plus rapide, c'est moins onéreux et c'est plus efficace aussi pour les médicaments qui sont développés à l'issue de ces essais. Je n'ai pas voulu vous ennuyer avec des images d'écran, mais vous pouvez aller sur notre site Internet et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, Inspire est une communauté de soutien par les médecins. C'est organisé par le secteur thérapeutique. C'est une organisation qui a 7 ans depuis ce mois. Il y a 200 communautés, 200 groupes spécifiques par pathologie. Nous travaillons avec des groupes de patients au niveau national, ce qui nous donne beaucoup de crédibilité et de légitimité. Nous avons des membres pas uniquement aux États-Unis, nous sommes présents dans le monde entier et notre trafic a beaucoup augmenté, notamment par des découvertes de patients qui eux-mêmes ont créé. C'est un espèce de cercle vertueux. Il y a 3 800 000 posts qui ont été affichés sur le site. Le caractère exceptionnel d'Inspire aux États-Unis, c'est que le partenariat avec les groupes de défense des patients sont plus confiants lorsqu'ils découvrent la légitimité de ça. Lorsque les patients ont besoin d'aide, lorsqu'on diagnostique une maladie, c'est très important. Et nous avons un comité d'éthique qui leur inspire aussi grande confiance. Et pour le côté financier, le côté économique, Inspire est propriétaire des accès aux membres. Et c'est important parce que les laboratoires pharmaceutiques ne veulent pas être, entre guillemets, propriétaires des groupes ou communautés de patients. Du point de vue du patient, voici à quoi ressemble Inspire. Goldie 111 a rejoint Inspire et cela lui permet de lire des contenus, d'avoir accès à des blogs, de se créer des réseaux d'amis. Il y a également un contrôle sur la confidentialité des données. Elle peut participer à des recherches, au recrutement d'essais cliniques et elle peut partager des informations sur sa situation. Donc, il y a des données qui sont à la fois structurées et non structurées pour cette personne. Du point de vue des labos pharmaceutiques, comment est-ce que ils nous voient? Nous donnons un accès ciblé aux populations de patients. Cela repose sur des autorisations avec un modèle éthique très robuste. Il faut que tout soit transparent. Il faut qu'il y ait une volonté, une intention absolument délibérée par le passé. Je sais que par le passé, les recommandations n'ont pas toujours été suivies. Donc, il est important que l'invitation pour un essai clinique vient de Inspire et ne vient pas du labo et que le patient ne pense pas qu'on a vendu les listes de patients.
Il y a une identification très précise et on sait exactement ce qu'il y a sur les sites en cours. Donc, on a, par exemple, des profils de population que l'on peut également déterminer, notamment ce qui concerne la notoriété des marques. Il y a aussi le recrutement des essais. Nous avons des fondations qui travaillent également avec nous. On fait donc du recrutement pour les essais cliniques, on fait de la recherche de marché pour étudier la qualité de vie des patients et puis on fait aussi des études sur la notoriété des marques pour certains médicaments. Je crois que j'ai terminé 1 minute 30 avant la fin du temps qui m'était imparti. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Denis. Je voudrais remercier Mario Gomedra, qui est le directeur marketing de Merck en Espagne. Et je voudrais le remercier de m'avoir invité à vous parler de la construction et du développement d'une marque par la conversation. Vous savez que les modes de création de marques ont changé. Si vous envoyez un message qui critique quelque chose, vous pouvez être perdu. Vous pouvez avoir des personnes qui vont parler de leur expérience et de marques et vont créer ou détruire des marques ce faisant. Donc, il s'agit d'une plateforme pour s'adresser aux patients de façon à avoir des informations sur les problèmes de fertilité. Vous savez que le taux de fertilité en Espagne est l'un des plus bas et en même temps, il y a 1 million de couples en Espagne qui ont des difficultés à avoir des enfants. Il y a également une stigmatisation qui doit être prise en compte, notamment parce qu'on considère que c'est à cause des femmes qu'il y a des problèmes de stérilité. Alors, nous savons tous que c'est tout à fait faux, mais il est vrai que c'est souvent la femme qui souffre le plus du stress, de la pression, de l'incertitude, de la pression, de toutes ces difficultés que connaissent les femmes qui doivent suivre ces traitements pour la fécondité. Raison pour laquelle ce site web a été créé. Il n'a pas été créé par nous. Il a été créé en 2009 à Madrid. C'est un site qui nous a beaucoup inspirés, dont le message est faites que vos rêves deviennent réalité. On trouve des informations sur les problèmes de fertilité, des témoignages de femmes, de patientes, de médecins. Il est possible d'envoyer des emails de façon à recevoir des informations envoyées par les services médicaux de certains hôpitaux. Et en termes d'analyse, lorsqu'en 2011, on nous a présenté cela, on nous a dit qu'il fallait aller un petit peu plus loin, que le site web était très bien, qu'il y avait beaucoup de visites, mais peut-être qu'il fallait un peu plus de rapports sociaux dans ce site web, qui est devenu un outil de réseau social. La première chose que nous avons fait, c'est entrer dans l'analyse des médias sociaux de façon à comprendre le comportement du web social. Comme vous le savez, ce sont les femmes qui gèrent le web social. Si vous regardez toutes les données métriques à ce sujet, vous verrez que Twitter est la principale plateforme sociale de partage de préoccupations, de questions, et les sujets clés dans ce type de science n'a rien à voir avec la conception de l'enfant, mais ça lié avec
la reproduction assistée, les espoirs de grossesse, etc., etc. Parce que conception est un terme qui a des acceptions complètement différentes. Donc, il fallait trouver dans la blogosphère les bons termes de façon à intégrer les sujets dans les médias et dans le web social. C'est les PowerPoint. Ah si, voilà. Donc, nous avons commencé par écouter, étudier, récupérer des informations sur les posts qui étaient mis dans la blogosphère. Nous voulions avoir une marque à couleur humaine avec des propositions de texte, mais aussi des possibilités d'action. Donc, je vais vous présenter les résultats de ce que nous avons analysé. Donc, grossesse, pregnancy était le mot-clé que l'on a identifié. On a vu qu'il y avait une bonne répartition entre les hommes et les femmes pour dialoguer sur cette question. Et enfin, je voudrais vous dire qu'il y a véritablement une prise de parole, un engagement social. On reçoit des messages de couples qui nous disent qu'enfin ils vont avoir un enfant. Ils nous envoient les premières photos des bébés. Donc, il est important de faire en sorte que ces marques s'engagent aussi dans ce nouveau paysage. Merci beaucoup. Good afternoon, everybody. Bonjour à tous. J'ai fait un pari avec un ami. Sologlo Bogabi, si vous vous souvenez de ce qu'avait dit Denise ce matin. Merci. Alors, comment l'industrie pharmaceutique peut interagir dans les médias sociaux? C'est une expérience que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui par cet exemple de la voix des patients. C'est notre première plongée dans l'océan des médias sociaux, mais avant d'entrer dans les détails, je voudrais évoquer certains faits qui m'ont guidé dans la réalisation de ce site. En France, il y a 15 millions de personnes qui souffrent de maladies chroniques et la Fondation Roche-France vise à sensibiliser le public sur ces maladies. Le président de la Fondation m'a un jour demandé de permettre aux patients de s'exprimer sur ces maladies puisqu'ils sont véritablement les experts de leur souffrance quotidienne. Et pour moi, il est apparu tout à fait clairement que Voix des patients serait la solution. Voilà à quoi ça ressemble. Il s'agit d'un médium qui associe Internet et les médias sociaux. Vous voyez ici une capture d'écran de la page d'accueil du site web. Cela concerne le suivi des traitements, comme on en a parlé ce matin, et des informations utiles sur ces maladies chroniques. Donc, il s'agit d'un contenu sélectionné par des journalistes, par des spécialistes et par les patients. Par cette association, aujourd'hui, nous pouvons construire une communauté des patients atteints de maladies chroniques de façon à permettre à ces patients d'avoir vos chapitres, d'informer, de se mobiliser et de débattre. Comment est-ce que ça marche ?
Alors, vous voyez à gauche, vous avez la partie éditoriale avec des titres chapeaux. Si par exemple, qu'est-ce que je fais si j'apprends que je suis atteint d'hépatite et comment je préviens ma compagnie d'assurance? Comment est-ce que je préviens mes collègues si je souffre d'une maladie chronique? Nous avons donc des textes et des vidéos avec des sélections d'articles sur lesquels on peut cliquer pour pouvoir les lire. Et ce sont des liens. Et puis, il y a des articles directement liés à la pathologie. Et puis, il y a une intégration des fonctions de compte Facebook et de partage qui vont donc nous permettre d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire permettre aux patients de s'exprimer. Je voudrais partager avec vous maintenant quelques éléments à retenir de cette expérience. En fait, c'est un océan, nous sommes un laboratoire pharmaceutique qui doit se plier à certaines réglementations, certaines règles, et nous devons donc définir un projet avec des principes directeurs très précis. C'est ce qu'il nous a fallu faire dès le départ. Définir les objectifs dans un cadre réglementaire. En même temps, il fallait que l'on soit pragmatique. Donc, nous avons rédigé une charte. Nous avons prévu un système avec un modérateur et nous avons très soigneusement veillé au contenu éditorial parce qu'une fois encore, ce qui est important, c'est une qualité de contenu. C'est certainement le plus important parce qu'il faut que l'on réponde aux attentes et aux questions des patients et des experts qui débattent sur les maladies, ce qui va vous permettre de susciter le débat, notamment auprès des patients atteints de ces maladies chroniques. Et enfin, l'élément primordial, c'est d'évaluer le projet de façon à développer notre savoir-faire au quotidien. Et aujourd'hui, nous avons 9386 fans et 1067 suiveurs sur Twitter grâce à la voix des patients. Donc, lorsque vous êtes confronté à quelque chose d'énorme, comme cet océan des médias sociaux, il faut avancer progressivement, étape par étape, de façon à pouvoir mieux se débrouiller dans ce nouvel environnement. Enfin, j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté. J'espère que vous aimerez la voix des patients. Je voudrais remercier mon équipe, dont Hervé, qui au quotidien travaille sur ce projet. Je vous remercie beaucoup. Vous savez que cette industrie est super ennuyeuse. C'est complètement insupportable. Et on a l'impression d'avoir un cœur de robot où il n'y a plus d'émotion. Alors, où est passé l'engagement? Où sont passés l'engagement, l'amour et le reste? Et même le papier hygiénique soulève plus de passion que ce qu'on fait dans l'industrie pharmaceutique. Je me suis dit que peut-être le fret, c'est la logistique, c'est encore plus ennuyeux. Mais sur Facebook, il y a quand même 290 000 fans. Donc, mon boulot, finalement, c'est d'essayer de créer une image un petit peu plus captivante, un petit peu plus passionnante de cette industrie pharmaceutique. Une des façons de faire, c'est d'ouvrir le champ de l'industrie pharmaceutique, d'être un petit peu plus porté sur les choses fun, même si l'industrie pharmaceutique est très sérieuse. On développe
des médicaments. Et David Bronca, finalement, dans son livre, le médecin rapporte que le médecin lui a prescrit de prendre un peu l'air et de rire. Le rire, c'est bon pour la santé. Donc nous sommes sur le point de lancer Serum, c'est-à-dire un jeu social complet, lancé pour la première fois par l'industrie pharmaceutique. Donc on peut gérer un laboratoire qu'on va personnaliser, on peut inviter ses copains à venir travailler. Dans le laboratoire, on fabrique des molécules qui viennent de médicaments. Ces médicaments, on les vérifie dans des essais cliniques et ça permet aussi d'informer les gens sur l'industrie pharmaceutique et les pathologies et comment les traiter. Et maintenant, je vais essayer d'avoir un lien site. Professeur Serami, bonjour les 2.0. Vous avez l'air d'être un public assez sympa, même si j'en vois un qui dort au fond. Si vous avez envie de découvrir davantage de choses sur mes merveilleuses aventures avec les tubes à éprouvettes, tapez mon adresse. Alors, où est-ce que j'ai mis cette boîte de pétri? Thank you very much. So, ladies and gentlemen, Denise, thank you for this great opportunity to talk together. Bonjour à tous. Merci Denise de cette occasion qui m'est donnée de vous parler d'Orange Healthcare. C'est une division verticale dédiée à la santé et bien sûr aux laboratoires pharmaceutiques. Votre secteur est face à des défis nouveaux. C'est également notre cas. Il faut changer de modèle économique, d'état d'esprit. Et là, je fais référence aussi à la technologie, pas seulement au site Internet, aux médias sociaux, mais aussi comment utiliser les nouvelles technologies et les intégrer dans les modèles économiques afin d'améliorer les bénéfices et aussi les services rendus et la coopération avec les partenaires. Nous avons essayé de comprendre quelle est la chaîne de valeur dans un labo pharmaceutique. Et nous pensons qu'il existe actuellement vraiment des opportunités inégalées pour développer de nouvelles solutions, de l'innovation au développement à la distribution. La création de nouveaux services avec ces technologies embarquées, intégrées, changera la façon dont on travaille. Et je suis sûre que vous allez d'ailleurs évoluer encore plus rapidement. Nous avons fait une grande étude marketing au tout début de cette année 2012 qui nous a amené à nous rendre compte que les nouvelles technologies de l'information sont sous-utilisées, sous-employées dans le secteur pharmaceutique. Et avec des nouvelles technologies, il serait possible de réduire les cycles d'essais cliniques. On pourrait mieux lutter contre la contrefaçon des médicaments. On pourrait aussi mieux gérer les services pour la prise en charge des patients. Deux exemples de cela. Tout d'abord, un nouveau service que nous avons mis en place en Espagne avec Sanofi qui s'appelle, pour les patients diabétiques, s'appelle d'ailleurs Diabétique. Ça associe plusieurs solutions qui sont disponibles soit sur téléphone portable, sur site Internet. Et il y a aussi deux catégories d'avantages que l'on peut illustrer. Certains qui intéressent davantage le patient, d'autres évidemment les professionnels de soins de santé. C'est très intéressant parce qu'on a beaucoup travaillé sur le diabète.
sur l'insuffisance rénale, l'hypertension, tout ça, évidemment, ce sont des pathologies chroniques. Et nous pensons que nous pouvons offrir des solutions qui amélioreront la vie quotidienne de ces patients. Autre exemple, c'est un système d'identification par SMS pour lutter contre la contrefaçon. Pardon. Avec un service qui s'appelle le 1393 et qui permet de vérifier l'authenticité du médicament. Donc il suffit de gratter la case qui correspond à l'étiquette d'authenticité, d'envoyer la référence ainsi mise à jour au 1393. Et en 10 secondes, on a la réponse, à savoir oui, c'est un vrai générique, non, le code n'est pas valide, c'est une contrefaçon. Et c'est quelque chose qui intéresserait beaucoup les gens au Kenya, où il y a très peu de pourcents des gens qui achètent des médicaments qui en fait s'avèrent être des contrefaçons. C'est quelque chose qui visiblement satisfait à la fois les pharmaciens qui vendent des médicaments, mais aussi les patients, puisque c'est un SMS qui est gratuit et ça donne confiance. Confiance aussi parce que c'est un service, ce service MPedigree qui est fourni par Orange. Nous sommes prêts à vous soutenir partout où vous travaillez, donc n'hésitez pas à nous contacter. Hi everybody, thanks Denise. You heard that our business and our world in healthcare is changing. Guess what is true? So also from an agency standpoint, we try new ways, we try to innovate. Alors on tente sans cesse d'innover et là je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle Video Health Incorporated et qui a été placé dans un incubateur. Il y a de plus en plus de vidéos tous les mois. C'est en plein essor. Les vidéos concernant la santé sont très fréquemment regardées par les spectateurs. Ça occupe le 6e rang, en fait. Les médecins utilisent aussi la vidéo pour des besoins généraux, mais aussi pour leur pratique clinique, pour leur formation. Cela dit, si c'est une consommation mondiale, on peut dire aussi que, d'une certaine façon, les actifs ne le sont pas, car le contenu ne l'est pas, puisque toutes ces vidéos ne sont pas toujours disponibles dans les langues que l'on maîtrise. Donc, Videum, Health in Any Language, c'est un portail qui permet de mondialiser ces vidéos via une technologie exclusive de sous-titrage. Alors comment ça fonctionne? On charge une vidéo, ça peut être un utilisateur YouTube ou un médecin, et la plateforme effectue tout de suite le sous-titrage via soit des traductions professionnelles ou des systèmes cloud. Et ça se fait en quelques secondes. Donc on voit ici
un médecin arabe d'Arabie Saoudite qui a mis cette vidéo à disposition et l'a mise à disposition dans la langue de son pays. Alors, je vais vous montrer ici comment ça fonctionne. So this is Videum, Healthy Native Language from Publicist. That was advertising. Thank you very much and enjoy. Donc merci beaucoup de votre attention. Thank you.